À la côte du Tertre, Monsieur Gaston Le Breton entreprit des fouilles. Les restes d'un petit temple antique, de forme quadrangulaire, furent mis à jour. C'est à la lecture de ce passage, il y a plus de 2 ans, dans les premières pages des notes d'André le Jeune, que j'ai commencé à me demander si les vestiges d'un temple antique dans le coin existaient vraiment, alors que je n'en avais jamais entendu parler. Pour un minimum recouper les sources, j'ai ensuite cherché dans les ouvrages de Claude Fournier, s'il en faisait référence, pour tenter d'avoir un peu plus d'infos. Et bingo! Tome 5, page 80, Alain Michel, docteur en lettres spécialiste des langues et civilisations latines, confirme la présence d'un temple gallo-romain, avec un bâtiment à côté. Il y ajoute une période grâce à la monnaie romaine trouvée, entre l'an -51 et l'an 267, c'est-à-dire en fait toute l'époque gauloise sous domination romaine. Une large période floue gallo-romaine pour une zone tout aussi floue située sur le Tertre, là quelque part. Et c'est de là que j'ai commencé ma petite enquête. Où est-ce que c'est exactement? Et si ça existe réellement, est-ce que c'est encore visible aujourd'hui? Et à quoi ça aurait pu ressembler? Bref, qu'est-ce qu'on en sait? C'est ce que nous allons ensemble tenter d'élucider dans cette petite vidéo. Ce fameux temple antique serait connu depuis qu'une seule fouille réalisée il y a plus d'1 siècle, une seule, citée par nos 2 sources historiques locales, mais aussi par plusieurs articles scientifiques. Gérard Aubin et collaborateurs en 2019, Stanislas Bossard en 2024, Gérard Guillier et collaborateurs en 2020, et même plus vieux dans des papiers anglais comme cette carte de Mortimer Wheeler. La fouille originelle est aussi citée dans le plan local d'urbanisme Saint-Sanais et également sur une carte de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà, je vous ai tout listé d'un coup, toutes les grandes sources intéressantes, comme ça vous avez tout. Mais pour commencer, partons de la source principale, ce qu'en dit ce certain Gaston Le Breton sur ses propres fouilles réalisées en 1891. Alors d'abord, Gaston Le Breton, c'est qui ce gars? C'était un haut bourgeois normand. Un riche héritier bourgeois qui passait sa vie à voyager ici et là, à chasser régulièrement et à jouer à l'aventurier archéologue pour remplir ses musées rouennais. Juste pour l'anecdote, à cause de lui, Saint-Saëns a failli perdre ses vieux vitraux du XVIe siècle par exemple, car lors de la reconstruction de l'église, et même avant que ça soit d'actualité cette reconstruction, il avait fait pression pour que les vitraux soient gardés, voire exposés, au sein du musée des Antiquités de Rouen. En bref, pour cerner le personnage de ce que j'en comprends, c'était un riche Gugus qui aimait centraliser les choses, dans ses propres cases, ses propres musées, à son nom sous couvert de patriotisme, quitte à piller les locaux de leur patrimoine de l'Égypte à la campagne normande. Pour revenir au Tertre, c'était lors de ses nombreuses parties de chasse, avec ses riches copains en forêt des Avis, qu'il a eu l'idée de fouiller le lieu. Pourquoi? Parce que le nom du lieu-dit, le Tertre, peut faire référence à des choses intéressantes à fouiller. Tertre venant de tertre, c'est-à-dire une colline de terre, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Le mot tertre peut en effet faire référence à un tumulus préhistorique. En 1891, notre Gaston revient alors sur les lieux, non pas pour chasser, mais pour se la jouer Lara Croft ou Indiana Jones en venant fouiller. À une centaine de mètres environ du chemin vicinal, qui conduit de Saint-Saëns à Martin-Camp-Bully, à l'entrée même de la forêt des Avis, que ce chemin traverse, se trouve sur la droite un sentier qui conduit presque devant 2 buttes de terre. Ce sont elles que j'ai tout d'abord explorées. Ces 2 buttes sont espacées d'une trentaine de mètres environ l'une de l'autre et placées sur une même ligne, perpendiculaire à la route mentionnée ci-dessus. Voilà ce qu'en écrit Gaston Le Breton. Ces 2 buttes en question correspondent au temple gallo-romain et une maison ou villa associée juste en face. Pour trouver le lieu précis, on pourrait alors se dire facile. Si elles existent encore, il suffit de les trouver en se baladant en forêt. Sauf qu'on a un petit problème sur cette partie du Tertre. La zone est en plein couloir de la tempête 99. Tous les trous, toutes les buttes de terre créées par les arbres déracinés complexifient pour savoir qu'est-ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Il me faut alors un relief plus imposant pour me repérer,
quelque chose qui saute à l'œil et qui m'éviterait en fait de chercher dans le vide en faisant des allers-retours sans arrêt. Eh ben, je vous mets dans le mille, Gaston Le Breton décrit un autre relief qui pourra nous aider à trouver assurément le lieu. À une 40aine de mètres, écrit-il, environ de la villa, se trouve une fosse ayant à peu près l'aspect d'un vaste entonnoir. La place qu'occupe cette fosse forme, à peu de choses près, le sommet d'un triangle par rapport au temple et à la villa. Deuxième indice donc, un trou forme un triangle avec les 2 buttes de terre. Ça, par contre, ça devrait plus facilement se trouver. En été 2023, je pars aller en forêt pour repérer tous les trous qui pourraient faire référence à une mare. Et voilà ce que j'en cartographie. Au nord, on a une grosse cavité au rebord irrégulier, proche du sommet du tertre. Pour moi, ça aurait pu être une mare. Revenant sur les lieux pour filmer et montrer à quel point c'est profond, voilà, là, je me mets à l'image pour vous donner une idée de l'échelle, j'y trouve au passage 1 et 2 bouteilles en verre. Mais passons. Est-ce que c'est ce trou-là, l'ancienne mare dont il fait référence ? Je me suis mis à chercher un endroit où le temple gallo-romain aurait pu être construit. En partant au sud, je trouve une place dégagée, avec moins d'arbres, et 2 toutes petites buttes en terre. Alors, est-ce que c'est vraiment le lieu ? Au début, j'y croyais dur comme fer, ça me plaisait bien. Non seulement c'était tout en haut du tertre, à son sommet, mais en plus, les 2 buttes sont alignées perpendiculairement à la route forestière. Le lieu remplissait les critères de base pour qu'un temple gallo-romain de ce type soit là, proche d'une voie romaine, en hauteur, et pas loin d'un point d'eau si le vaste trou était une mare. Mais plusieurs choses ne concordent pas avec les descriptions qu'en fait Gaston Le Breton. Les 2 mini-buttes de terre ne se séparent pas de 30 mètres. Le trou plus au nord n'est pas à 40 mètres, mais à 70 mètres. Et enfin, il écrit dès le début que le lieu est à une centaine de mètres environ de la route. Là, on est juste à côté. Bref, ça ne colle pas. Je repars alors en forêt, mais cette fois-ci en hiver. J'aurai plus de chance à bien distinguer des buttes de terre intéressantes sans les feuilles et la végétation. Je scrute une nouvelle fois le plus précisément possible la zone avec le plus de trous. Et on trouve ici et là des sortes de talus, ici un long pseudo-fossé qui pourrait peut-être s'apparenter à une délimitation, qui sait. Plusieurs tas de pierres aussi, de silex et de calcaire, bien visibles même au bord du chemin. Et puis au milieu de la zone, plus qu'une butte, on a carrément une micro-colline sur laquelle on y découvre aisément des tuiles romaines. Ici, c'est à peu près l'endroit du temple gallo-romain. En face, à 30 mètres tout pile, une autre zone avec des tuiles romaines. C'est un autre bâtiment que certains appellent villa. Et au sud, à environ 40 mètres de là, un trou, vraiment pas si profond que ça, qui pourrait bien s'apparenter à ce qu'il évoquait comme mare. Le tout forme bien un triangle, et le tout est à 100 mètres de la route. Les distances sont bonnes, bingo, ça semble bien être là. Voilà à quoi ressemblent les fondations du temple gallo-romain. Un carré emboîté dans un carré. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un fanum. On le retrouve un peu partout en Europe de l'Ouest, de la Bretagne à la Belgique, en descendant jusqu'en Suisse. En fait, c'est toute la zone où habitaient les peuples celtes et belges que les Romains appelaient Gaulois. En 2010, l'archéologue Isabelle Fauduet en dénombrait déjà plus de 800. Le temple du Tertre est donc un de ces 800 découverts jusque-là. Un fanum est donc typiquement gallo-romain, construit sur le territoire gaulois sous domination romaine, puisque oui, ces petits temples se sont construits après que les Romains aient conquis les Gaules, et même plus particulièrement environ un siècle après, à partir des années 40 ou 50 du 1er siècle. Le bâtiment qu'on a là, si c'est bien un fanum, ne peut donc pas dater de plus vieux que ça. La forme d'un fanum, la plus courante, est un carré, comme ici, d'où le fait qu'il y ait des fortes chances que ce soit réellement un fanum.
Le carré intérieur, ici de presque 8 mètres de côté, est appelé la cella. La cella, c'est l'endroit clos du temple, l'espace sacré réservé à la divinité, aux prêtres et initiés. L'espace autour, en revanche, était public et c'est là que les rituels et offrandes s'effectuaient. L'espace longeant la cella, en formant un nouveau carré de 14 mètres de côté, cet espace-là, on l'appelle la galerie. C'est un lieu où les Gaulois déambulaient, voire tournaient autour, si le rituel existait bien, comme le supposent les historiens et archéologues. Cella et galerie sont les deux mots-clés pour décrire un fanum. Un dernier élément clé est que son entrée est toujours dirigée vers l'est. Et c'est aussi ici le cas. Petite particularité par contre, c'est que l'ouverture repérée n'est pas centrée. Et ça, c'est pas très commun par contre. Les soubassements des murs sont constitués de gros silex et de poudingue. Le poudingue, c'est cette fameuse roche bien locale, bien de chez nous, composée de galets compactés ensemble. La montée des murs était construite en upus incertum, c'est-à-dire des petits moellons de calcaire et de silex qu'on maçonnait entre eux un peu dans le désordre. Des briques plates semblaient aussi entrecouper cette maçonnerie. À quelle hauteur montait ce mur ? Ça, on n'en sait trop rien. Les seuls murs d'un fanum qui sont restés debout 2000 ans jusqu'à nos jours sont celui du temple Janus en Saône-et-Loire. Les murs de la cella montent à plus de 20 mètres de haut pour celui-là. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le toit était en tuiles romaines, typiques de cette époque. Les fameuses tuiles à rebord qu'on retrouve encore sur place aujourd'hui. Pour avoir une idée du volume, ce qu'on peut imaginer, c'est que la cella montait telle une petite tour, tandis que les murs de la galerie étaient moins hauts et soutenaient une sorte de portique ou de préau tout autour. Ce mur le plus externe pouvait être plein ou ouvert juste avec des colonnes, comme ici représenté. Alors ici, c'est juste une représentation de ce qu'on en a. De l'intérieur, le mur était enduit d'une couleur unie, ici d'un jaune pâle. Pour l'extérieur, aucune trace d'enduit a été décrite pour notre temple local. On peut toutefois imaginer quelque chose de coloré avec des figures dessinées comme c'était très souvent le cas. Peut-être du rouge, comme ce qu'on retrouve sur les fanums au sud de Rouen, dans la forêt de la Londres-Rouvray. Il y en a plusieurs dans cette forêt bien documentée, dont la forme de certains sont facilement devinables car cimentés à la vue des passants. Chaque fanum était voué à une divinité. Quelle divinité était vénérée sur le tertre ? Gaston le Breton retrouve à même le sol plusieurs statuettes représentant Vénus Anadyomène. Il en retrouve encore bien plus dans cette supposée ancienne mare au fond de la vase que son équipe a extraite. Des dizaines et des dizaines en terre cuite. Les archéologues interprètent donc que le temple gallo-romain était en l'honneur de Vénus. On les estime datées du 1er au 3e siècle de notre ère. Toutes sont normalement stockées au musée des Antiquités de Rouen. On trouve certaines Vénus exposées au musée, mais aucune notée comme provenant de Saint-Saëns. On en retrouve quelquefois ailleurs en Gaule, de la Bretagne à l'Allier, bref. Un peu partout, ces statuettes étaient souvent offertes comme offrandes. Avec le temps, donnant une énorme quantité comme ici. C'est possible. Il y a une autre hypothèse pour expliquer cette quantité. Comme quoi une boutique vendant ces figurines existait sur place. Peut-être même le bâtiment en face. Ce second bâtiment, justement, appelé villa par certains archéologues, avait plusieurs pièces et était construit de la même manière avec les exacts mêmes matériaux que le temple juste à côté. L'idée retenue qu'on ait de ce bâtiment est que ce soit le lieu de vie du gardien ou d'un prêtre. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce bâtiment, si ce n'est qu'on y repère facilement plusieurs tas de pierres avec des tuiles facilement visibles et que ce ne sont pas n'importe quelles plantes qui y poussent. C'est le seul endroit de la zone où on retrouve par exemple du fragon petit hou, une plante qui était déjà utilisée par les Celtes. Parfois, les plantes aident à savoir sur quel terrain nous sommes, et j'y reviendrai un peu plus tard. Revenons à notre temple gallo-romain. On dit bien gallo-romain, c'est-à-dire que ça mélange un peu des deux cultures, celle gauloise celte et celle romaine s'imposant au quotidien. Avec un gros mot, on parle de romanisation. L'Empire romain se réapproprie les sites religieux celtes pour les remettre à sa sauce, quitte à faire des mélanges entre les divinités locales et les divinités romaines. Dans la pratique, on mixait littéralement un peu tout, en associant des noms romains aux divinités celtes locales. Pour notre exemple local, du tertre, ce serait la divinité romaine Vénus,
qui est romaine donc, et mixée à une divinité locale celte, donnant une figure peut-être liée aux funérailles. Avec des termes scientifiques, on parle de créolisation, de syncrétisme ou de métissage culturel. Pour certifier que ce site archéologique soit réellement gallo-romain, on a donc plusieurs indices. Les fondations ressemblant à Phanum, les statuettes typiquement gallo-romaines, les terres cuites et verreries aussi gallo-romaines, un anneau en verre bleu foncé, des tuiles, poteries, etc. Quoique certaines tuiles ou briques ont peut-être une cuisson bizarre parce qu'elles sont bien grises au milieu. Et enfin un certain nombre d'objets métalliques. Une plaque en argent, une poignée de coffre, une charnière et des clés en fer, et d'autres éléments en fer comme quelque chose de tranchant comme un rasoir ou un couteau. En bronze, il découvre 2 petites haches, carrément un lingot en bronze, et plusieurs petites attaches, des fibules, des broches et une boucle de ceinture. En bref, plein d'objets typiques d'offrandes gallo-romaines. Dernier indice, et pas des moindres, pour argumenter que ce soit gallo-romain, ce sont les monnaies en bronze et en argent retrouvées sur place. Des pièces s'étalant sur plusieurs époques, de César à Posthume. On peut alors imaginer que la période d'activité du temple y soit associée. 200 ans d'activité, avant que le culte soit abandonné, puis que les Francs barbares viennent, j'imagine, tout piller. On a donc délimité l'époque. Maintenant, essayons de délimiter le lieu. Un phanum était construit sur une parcelle sacrée, qui était souvent délimitée par un mur ou un fossé. Cette délimitation, on appelle ça un péribole. On va alors tenter ensemble d'estimer les délimitations de cet espace sacré, la zone entière du sanctuaire. Pour ça, vous vous rappelez, je vous ai dit que les plantes pouvaient nous aider à savoir sur quel terrain nous sommes. Bon, quand je suis revenu sur les lieux au printemps, cette fois-ci, j'ai essayé de délimiter la zone entière où les jacinthes poussent. Pourquoi ? Parce qu'en archéologie forestière, la jacinthe des bois est connue comme être indicatrice d'un lieu qui a été depuis très longtemps non cultivé. C'est-à-dire qu'on laissait le sol tel qu'il était, comme s'il était sacré, et puis par la suite, rapidement, une forêt a poussé dès que le lieu a été abandonné. Et voici ce que j'en dessine. Une surface de quelque 1,5 hectare. L'étude de l'étendue de ces jacinthes m'a aussi aidé à mieux déterminer d'autres zones plus discrètes, presque rectangulaires. L'une avec des tuiles présentes, l'autre proche de la maison gallo-romaine où les jacinthes s'arrêtent de pousser là. Mais bon, je m'écarte, mes observations ne valent pas grand-chose, je vais juste m'en servir pour tenter de délimiter à peu près la zone du sanctuaire. On arrive en effet à une partie de la vidéo où je suis dans l'interprétation, voire carrément de l'imagination. Donc ce que je vais dire là est à prendre à la légère. Mes micro-indices pour délimiter le sanctuaire sont le chemin, tout bêtement, la surface des jacinthes, le pseudo-fossé tout à l'ouest, et un angle droit que décrit Gaston Le Breton. Je repars alors en revenant une énième fois sur place. Mais le seul endroit où je peux imaginer un angle très visible est bien plus au nord. Il est d'ailleurs dans la continuité du fossé déjà repéré. Peut-être est-ce vraiment une délimitation, mais j'en doute, car la zone est fortement cabossée. Si c'était bien le cas, la délimitation que j'imagine ferait un truc comme ça et avoisinerait les 3 ou 4 hectares. Mais encore une fois, c'est de l'imagination et rien de scientifique là-dedans. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que toute la zone du sanctuaire aurait englobé à la fois les constructions gallo-romaines, dont le temple, et les lieux de culte plus vieux, celtes, voire préhistoriques. Gaston Le Breton retrouve en effet sur place plusieurs vases contenant des cendres et des os, supposant un lieu de sépulture. Il décrit plusieurs petites tombelles, ici et là, sans prendre la peine de préciser où. Est-ce que les tas de pierres supposent ces fameuses tombelles ? On n'en sait rien. Et ce n'est pas tout. Quand l'équipe de Gaston Le Breton se met à creuser plus profondément sous le temple, ils y trouvent des petites chambres sépulcrales, supposant le cœur de tout un tumulus. Un tumulus, c'est-à-dire une pièce souterraine pour y déposer les morts, recouverte d'un dôme de terre et de pierre. Cette pièce aurait été, écrit-il, de 14 mètres de côté. Pour soutenir le dôme, les fondations étaient faites de gros blocs de poudingue. L'entrée elle-même était réalisée en blocs de poudingue positionnés comme un dolmen. En bref, toute la description d'un tumulus, qu'il soit celtique ou préhistorique, comme il le décrit. De tout ça,
c'est difficile à vérifier sur place, comme tout est sous le sol. Mais à la limite, on peut imaginer l'étendue du tumulus en contemplant les énormes blocs de poudingue visibles juste au bord du chemin. Ou encore, en se disant que tous les silex et calcaires qui ont permis de construire les plus récents bâtiments gallo-romains, dont le temple, ont été réalisés en réutilisant les silex de ce tumulus. Dans ce tumulus, il y découvre des os, des cendres, évidemment, mais aucun crâne, et surtout plein d'objets comme offrandes, allant des hachettes en pierre polie aux petites pointes de flèches, mais je ne vais pas tout lister là. On s'écarte de notre sujet, le temple gallo-romain, le Fanum. Un Fanum dont je suis certain du positionnement. 2 buttes de terre séparées de 30 mètres, à 40 mètres une ancienne mare, et le tout à 100 mètres de la route comme il l'écrit. Mais aussi, et je ne l'ai pas évoqué jusque-là, à 150 et quelques mètres de l'entrée d'une grotte préhistorique, qu'on retrouve bien encore aujourd'hui et qu'il aurait lui-même visité. Mais encore une fois, c'est un autre thème, une autre époque, préhistorique. La vidéo, je pense, elle est assez longue comme ça. Pour conclure, 2 ans plus tard, après les lectures, recherches et la fin du montage de cette vidéo, depuis, il y a eu la sortie des images satellites du LiDAR, qui en gros permet de voir la surface du sol dans tout son volume en enlevant la végétation. Sur le tertre, c'est pas très fameux et pas très visible. On peut voir un bout de la grosse cavité plus au nord, mais sur la zone qui nous intéresse, on peut à peine imaginer les 2 buttes de terre. On notera aussi que Gaston le Breton a aucunement nommé les personnes qu'il a exploitées pour venir fouiller pour lui, qu'il appelle ses compagnons de fouille. À la limite, lui il cite un certain Ternisien et Léopold de Quenouille qui l'ont aidé à surveiller les fouilles. Peut-être aura-t-on l'occasion de parler de ces personnes-là une autre fois, puisqu'elles détenaient une énorme collection d'objets préhistoriques. Mais ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est sur un contexte plus large. Il faut bien avoir en tête que l'actuelle forêt d'Élavie n'était pas forêt à l'époque gallo-romaine. Toute la zone était habitée et cultivée. On a plusieurs indices à plusieurs endroits pour le montrer. Le temple n'était donc pas isolé. On ne crée pas un temple public là au hasard. Ça nécessitait une certaine population pour justifier la construction d'un tel bâtiment. Rien que dans la forêt au sud de Rouen, on en dénombre 7. Par contre, à l'échelle de la Seine-Maritime, à l'exception des alentours de la Seine, ça ne semble pas commun d'en trouver. Je conclurai alors là-dessus. Le lieu aujourd'hui occupé par la commune de Saint-Saëns était un lieu fortement occupé à l'époque gallo-romaine. Et ça, je vais en faire toute une vidéo. Je ne sais pas quand, mais ça arrivera, je vais en faire une. Sur le pourquoi il y avait autant d'activités à cette époque, ici. C'est parce qu'en fait, il y avait toute une industrie.